On aura ça pour. Dis-moi un peu. Tu te rends compte quand même que ça fait maintenant quasiment 3 ans que Albert Pyun nous a quittés? Albert qui? Et si, Albert Pyun, le mec qui a fait Cyborg, qui a fait Kickboxer 2, qui a fait Nemesis. Ah bon? Bah je savais pas que c'est ce mec qui avait fait ces films. C'est fou, ces films sont plus connus que son nom. Eh ouais, hélas. Et c'est franchement injuste. Bah rattrape ça en faisant une vidéo sur lui. Ouf, si je fais ça, ça va être un sacré morceau. Oh, c'est rien ça. Puis de toute façon, ça peut être intéressant pour les non-initiés. T'as raison. Alors, au travail. Albert Pyun est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 19 mai 1953 à Hawaï. Il est allé à l'école de Kailua, une petite ville située sur la côte nord-ouest de l'île d'Oahu. C'est à 10 km d'Honolulu entre autres. Les premiers films 8 mm et 16 mm de Pyun ont été réalisés à Kailua et il attribue le fait de vivre dans des pays étrangers et de grandir à Hawaï comme de fortes influences sur son style cinématographique. Oui, on va y venir sur son fameux style. Pendant ses études secondaires, Pyun a travaillé dans un certain nombre de maisons de production à Honolulu avant de recevoir une invitation de l'acteur japonais Toshiro Mifune afin de se rendre au Japon pour un stage. Si ça c'est pas la classe, j'aimerais tellement que ça m'arrive aussi un jour. Initialement, Pyun devait faire un stage sur le film d'Akira Kurosawa, Dersu Uzala, qui devait mettre en vedette Mifune, mais l'acteur a décidé de ne pas faire le film et à la place, Pyun s'est retrouvé à travailler sur une série télévisée de Mifune sous la tutelle du directeur de la photographie Takao Saito, un grand monsieur qui aura beaucoup bossé pour Kurosawa sur des films comme Sanjuro en 1962, Entre le ciel et l'enfer en 1963, Barberousse en 1965, Kagemusha en 1980 ou encore Ran en 1985. Ah ouais, quand même! Eh ben, on peut dire qu'avec un mec comme ça, Pyun était déjà directement à la bonne école. Pyun est ensuite retourné à Hawaï et a commencé à travailler comme monteur de films commerciaux chez KGMB à Honolulu et a édité des publicités pour des agences telles que Boswell Jacobs et Leo Burnett. Après plusieurs années en tant que monteur, Pyun a déménagé à Los Angeles pour devenir réalisateur de longs métrages. Et c'est là qu'on va commencer à passer aux choses vraiment sérieuses et croyez-moi, c'est le début d'un long parcours. En 1982, il tourne son premier long métrage, L'Épée Sauvage, un film d'heroic fantasy, sorti au même moment que Conan le Barbare. Avec un budget de moins de 2 millions de dollars, il en rapportera 40 millions, ce qui en fera un des films indépendants les plus rentables de cette époque. En revanche, le film connaîtra 2 gros accidents de tournage. Tout d'abord, le cascadeur Jack Tyree se tua durant le tournage en sautant d'une falaise tout en ratant les airbags. Ensuite, à la suite d'une mauvaise réaction au verre de contact, Richard Moll n'a interprété le sorcier Xuya que dans la scène d'ouverture et fut transporté à l'hôpital. Les scènes suivantes furent interprétées par une doublure, puis doublées ensuite par Richard Moll. Ouf, c'est pas malin ça. En même temps, là tu te doutes qu'il n'y a pas de test d'allergie qui a été fait. Et c'est bien dommage parce qu'on n'est jamais trop prudent. Avec le succès de L'Épée Sauvage, Pyun a été associé à plusieurs projets de science-fiction en 1984, dont Total Recall, qui devait être produit par Dino De Laurentiis chez Universal Pictures, avec un scénario basé sur l'histoire de Philip K. Dick, écrite par Ronald Shusett. À l'époque, William Hurt était attaché en tant que rôle principal. J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu donner, même si j'en suis sûr, ça n'aurait jamais pu égaler le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven avec Schwarzy, sorti quelques années plus tard. En 1985, il sort son deuxième film Radioactive Dreams, un film de science-fiction post-apocalyptique avec John Stockwell et Michael Dudikoff. Le film a reçu le Corbeau d'Or au 5e Festival international du film fantastique de Bruxelles. Pour un budget de 3 millions de dollars, il en rapportera 7 millions. Mais malheureusement, le film ne sortira qu'en VHS et n'a à ce jour pas encore de sortie en DVD. Il serait peut-être temps de s'en occuper, alors monsieur les éditeurs. En 1986, la carrière de Pyun connaîtra un sacré tournant grâce à son entrée dans l'écurie de la Canon. Il réalisera tout d'abord pour eux Campus en 1986, un teen movie d'autodéfense où il retrouve pour l'occasion John Stockwell et tournera aussi avec Tom Matthews, connu pour les 2 premiers volets du Retour des Morts Vivants, Vendredi 13 chapitre 5 et un tas d'autres films de Pyun à l'avenir. Le film explorant le chauvinisme d'extrême droite qui gagnait en popularité
popularité aux États-Unis à cette époque. Le film se fera défoncer par la critique, mais aura un petit succès au box-office, récoltant 2 millions de dollars pour un budget de 1,5 million. Ensuite, en 1987, il réalisera Le Trésor en San Lucas, un film d'aventure romantique avec Carey Lowell dans le rôle principal. Et puis en 1988, il réalisera L'Aventure fantastique, mettant en vedette Cathy Ireland dans le rôle d'une jeune femme qui visite la civilisation souterraine d'Atlantis. Ce film est vaguement basé sur le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, avec quelques allusions mineures au Magicien d'Oz. D'ailleurs, au même moment, Pyun terminait le tournage d'une adaptation de Voyage au centre de la Terre pour la Canon, qui avait été commencée par Rusty Lemorand, l'un des deux scénaristes du film Electric Dreams, dont on avait déjà parlé dans un Sortie du culte. Je vous remettrai le lien en description. En 1989, il réalisera son film le plus connu, à savoir Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Un film que Pyun a fait afin de pouvoir récupérer l'argent dépensé dans les décors et costumes des maîtres de l'univers 2 et Spider-Man, car oui, il devait réaliser ces deux films-là simultanément, mais vu que la Canon avait plus de pognon, ils ont annulé les deux projets et à la place, Pyun a écrit le scénario de Cyborg en 2 jours, puis l'a réalisé en 3 semaines pour un budget de seulement 500 000 $. Bref, je vous en dis pas plus, on en reparlera dans une vidéo spéciale sur la Canon, sur laquelle on a bossé comme des oufs et qui devrait sortir à un moment donné ou un autre. Mais vu que c'est un gros dossier, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Toujours en 1989, il réalisera Decite, un film de science-fiction minimaliste tourné en 3 jours durant le tournage supplémentaire de Cyborg, utilisant d'ailleurs la même équipe sur les 2 films. Si vous êtes surpris d'entendre que le mec a tourné un long métrage sur 3 jours, vous inquiétez pas, vous allez très vite vous y habituer. En 1990, il réalisera Captain America, un projet de base développé par la Canon, mais qui mettra beaucoup de temps à se mettre en place, dû notamment à des changements d'acteurs et de réalisateurs. Quand Golan quitte la Canon en 1989 dans le cadre d'une indemnité de départ, il a obtenu le contrôle de la 20th Century Film Corporation et a été autorisé à transférer les droits cinématographiques du personnage de Captain America. Après cela, Pyun arrivera sur le projet et retravaillera le script de Stephen Tolkien qui avait initialement commencé par écrire son script chez la Canon. Pyun voulait à l'origine que 2 acteurs différents jouent Rogers et Captain America, un avant et un après sa transformation en super soldat. Il voulait que Matt Salinger joue Rogers avant qu'il ne devienne super soldat et Howie Long pour jouer Captain America après qu'il le soit devenu. Cependant, Marvel a insisté pour qu'un seul acteur joue le personnage. On peut les remercier de cette décision parce que sinon le film aurait été trop bizarre. Enfin, il aurait été plus bizarre que ce qu'il ne l'est déjà en l'état. Parce que oui, son Captain America est un immense nanar, qualifié comme l'un des pires films de tous les temps. C'est kitsch, mal monté, mal raconté, et même la Director's Cut sortie en 2011 relève à peine le niveau sans relever le film du naufrage. Non mais merde, ils ont même mis des fausses oreilles sur le casque de Captain America. Franchement, même moi, j'aurais fait mieux. En 1991, il réalisera Blood Match, un film de fight où un homme enlève plusieurs champions de kickboxing afin de découvrir qui est le meurtrier de son frère et les affronte tour à tour sur un ring dans une lutte à mort. Pas très glorieux, donc passons. La même année, il réalisera Kickboxer 2 sur un scénario de David S. Goyer, futur scénariste des films Blade 1 et 2, Dark City, les Batman de Nolan et Batman v Superman, et qui jusque-là avait seulement écrit coup pour coup avec Van Damme. Après, il a pas fait que du bon non plus, parce que entre The Crow, la Cité des Anges, Ghost Rider, l'Esprit de la Vengeance et Blade Trinity, au final, Kickboxer 2 ne recevra pas un bon accueil critique, notamment dû au fait que le film n'avait pas vraiment besoin d'une suite, surtout que dans ce film, ils n'ont pas repris Van Damme, mais ils font jouer le rôle de son frère par un autre acteur, Sacha Mitchell, connu pour le rôle de James Richard Beaumont dans la série Dallas, mais surtout pour le rôle de Cody dans la série Notre Belle Famille, et faut être honnête, il en impose bien moins que JCVD. Heureusement, Mohamed Kissi reviendra jouer Tangpo dans ce 2e volet. On aura aussi au casting Brian Austin Green qui jouait David Silver dans Beverly Hills, Matthias Hughes qui jouait le méchant dans Dark Angel. Ce film aura droit à son propre sortie du culte un jour. Ainsi que Kari Hiroyuki Tagawa qui a joué dans un paquet de films de la même période comme Permis de tuer, Dans les griffes du dragon rouge, Soleil levant, Mortal Kombat, Vampire de John Carpenter et Pearl Harbor. Il aura même joué dans des films évoqués dans le format des films oubliables, à savoir Elektra et Tekken, mais il a aussi joué dans un autre film de Pyun
mais on va y revenir juste après. Après cela, il réalisera le film Dollman, adapté d'une bande dessinée éditée par Eternity Comics, mettant en vedette Tim Thomerson dans le rôle du policier spatial Brick Bardo, également connu sous le nom de Dollman en raison de sa taille de 33 cm. Le méchant du film sera joué par Jackie Earle Haley. Oui, le même acteur qui jouera quelques années plus tard Rorschach dans le film Watchmen, dans Shutter Island, dans le remake des Griffes de la Nuit, Robocop et qui jouera Grewishka dans le film Alita Battle Angel. Ce qui est assez drôle quand on y pense. Le film sera suivi d'un crossover Dollman vs Demonic Toys en 1993, ce qui me rend assez curieux au vu du concept. En 1992, il réalisera Nemesis, un film cyberpunk qui mixe du Blade Runner, du Terminator et du cinéma de Hong Kong dans un même film. Et oui, rien que ça. Malgré un budget très limité, le film est très généreux au niveau de l'action, a des gunfights, du stop motion vers la fin, et on a même une scène où le héros s'échappe en tirant au sol d'un hôtel, le faisant tomber de plusieurs étages. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que Len Wiseman reprendra la même idée dans le premier Underworld. Pune réussit à tenir le rythme de son film et fait en sorte de livrer à l'arrivée une bonne série B comme on pouvait en sortir à l'époque bénie des vidéoclubs. Ah, que cette époque me manque. Côté casting, on retrouve Olivier Gruner dans le rôle principal, un kickboxer français qui restera un nom marquant des films de DTV d'action, avec des films comme Savate, Mars 2056, Piège dans l'espace, ou encore Interceptor Force 1 et 2, qui ont été traités par Guillaume Cassard dans sa rubrique Sinistre et Tron. Foncez voir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, nous avons Tim Thomerson, qu'on avait vu précédemment dans Dollman, Brion James, qu'on avait pu voir dans Blade Runner, 48 heures, Tango et Cash ou encore Le Cinquième Élément. On retrouve aussi Kari Hiroyuki Tagawa, pour la deuxième fois dans un film d'Albert Pune, Deborah Shelton, connue pour Body Double de Brian De Palma et la série Dallas, Yuji Okumoto, connu pour son rôle de Chosen dans Karate Kid 2, rôle qui reprendra dans la série Cobra Kai, et qui jouera aussi dans 3 autres films de Pune bien plus tard. Et nous avons aussi des apparitions de Vincent Kling, le méchant cyborg, qui apparaîtrait dans d'autres films de Pune lui aussi, ainsi que Thomas Jane dans un de ses premiers rôles. Sacré casting, hein. Mais en soi, malgré ses défauts, il reste une des réussites de la carrière d'Albert Pune. En 93, il réalise Arcade, venant comme Kickboxer 2 d'un scénario de David S. Goyer et produit par Charles Band via sa société de production Full Moon. En gros, un trio qui devait nous servir au mieux une bonne série B qui se passe en plus dans un univers de réalité virtuelle, mais qui au final nous a sorti un Tron version bis. Tourné en 1990, la production d'Arcade n'aura pas été de tout repos. Outre les différentes mésententes entre Charles Band et Albert Pune, le film sera maintes fois repoussé. Originellement prévu pour 1991, sa sortie est dans un premier temps retardée à septembre 92, puis février 93 et même mars 94 pour certains pays. En cause, un certain Disney menaçant de mettre un procès à Full Moon s'il ne retournait pas certaines scènes du film. Le géant ricain prétextant que certains effets spéciaux aperçus dans la bande-annonce ainsi que dans les images promotionnelles de l'époque étaient beaucoup trop proches de ceux de leur film Tron sorti en 1982. Pune et son équipe, par peur de causer du tort à Full Moon, retravaillèrent les CGI avec les moyens du bord, retardant donc la date de sortie. Aïe, et malheureusement à cause de ça, on se retrouve avec un film immonde à souhait, même pour l'époque. Et c'est pas les apparitions de Megan Ward ou de Seth Green qui vont réussir à relever le niveau du bousin. La même année, il sortira Knights, les Chevaliers du Futur, se situant dans un monde post-apocalyptique où un cyborg vampire asservit les humains pour en faire du bétail. Mais Nea, aidé du cyborg Gabriel, se révolte et combat pour libérer les siens. Un film qui pourrait sembler nanardesque au premier abord, mais qui ne l'est finalement pas tellement que ça, et qui réussit en plus à être généreux malgré un budget limité. Le film est coloré, voire trop, avec des effets spéciaux low cost, une fin ouverte qui aurait pu être évitée, et surtout un casting de choix là aussi, avec Cathy Long, une championne de kickboxing, qui aurait été la doublure de Michelle Pfeiffer dans Batman Returns, et qui aura même été cascadeuse sur le film Tueur né d'Oliver Stone. Et je vous mettrai le lien du sortie du culte aussi en description. On aura aussi Chris Christopherson, chanteur et acteur américain connu pour des films comme Pat Garrett et Billy the Kid, Une étoile est née en 1976, La porte du paradis, ou encore le rôle de Whistler dans la trilogie Blade. On retrouvera aussi ce cher Gary Daniels, autre grand habitué des films d'action de Video Club, avec des films comme Nicky Larson avec Jackie Chan, Firepower, Piège en eau profonde, Taken en 2010 et le premier Expandable. Ou encore le
film Ken le Survivant dont on avait fait un J'ai pas ciné pour ça. Lien description. Et le grand méchant sera joué par le grand Lance Henriksen, une légende du cinéma de genre, qui aura joué dans un paquet de films que nous aimons sur cette chaîne, à savoir Terminator, Alien de James Cameron, Aux frontières de l'aube, Pumpkinhead, Le puits et le pendule de Stuart Gordon, Chasse à l'homme de John Woo, Mort ou vif de Sam Raimi, ou encore Powder de Victor Salva. Il y en a d'autres, mais la liste est trop longue. Alors passons. Toujours en 1993, il réalisera Le Lotus Rouge, une comédie d'action romantique avec Andrew Dice Clay, un humoriste connu pour avoir joué le rôle principal des aventures de Ford Fairlane en 1990. On en reparlera un jour de ce film à mon avis. Terry Hatcher, connu principalement pour la série Lois et Clark et Desperate Housewives, Deborah Van Valkenburg, qu'on aura pu voir dans 2 films de Walter Hill, à savoir Les Guerriers de la Nuit et Les Rues de Feu, mais aussi une apparition dans Devil Rejects, ainsi que dans un autre film de Pyun, tourné un peu plus tard, et on retrouvera aussi les habitués de Pyun, à savoir Yuji Okumoto, Brian James et Tim Thomerson. Ouais, ça se voit que Pyun aime tourner en famille. En 1994, il réalisera le 4e volet de la saga Kickboxer, qui sera un navet monumental. En plus d'avoir changé d'acteur pour Tongpo, on est passé de Mohamed Kissi à Kamel Krifa, un autre ami acteur de Van Damme. Et qui se retrouve ici avec un maquillage qui le fait plus penser à Obispo qu'au vrai Tongpo. D'ailleurs, c'est le dernier film de la saga avec Sasha Mitchell, qui ressortira dégoûté du tournage de ce 4e volet. La même année, Pyun réalisera Hong Kong 94, un thriller d'action politique avec le plus célèbre des T-1000, Robert Patrick. Et ça rime en plus. Mais aussi Ming-Na, connu pour le rôle de Chun-Li dans le film Street Fighter, ainsi que dans les séries Urgence, Stargate Universe et Agent of S.H.I.E.L.D. Andrew Divoff, connu des fans d'horreur pour son rôle de Jin dans les 2 premiers Wishmaster, ainsi que 2 des habitués de Pyun. En 1995, il sortira Hitseeker, un film de kickboxing tourné sur une dizaine de jours avec de nouveaux Gary Daniels ainsi que Keith Cooks qui jouait Reptile dans Mortal Kombat et qui ici se situe dans un tournoi entre un cyborg et un être 100% humain. Trop cool ça. Ça promet le nana rassuré avec ce film. La même année, il réalisera Nemesis 2 Nebula, Exit Oliver Gruner, Dites bonjour à Sue Price, une ancienne bodybuildeuse qui a le corps de Schwarzy, mais le charisme d'une huître séchée. On y retrouve aussi Chad Stahelski dans le rôle de la créature Nebula. Oui, on parle du même Chad Stahelski, le mec qui a fait la saga John Wick. Et ben quel parcours depuis! En soi, le film reste un gentil nanar très rigolo et qui se finit sur l'annonce d'un 3e volet, mais ça on y reviendra. En 1996, il réalisera Omega Doom, une sorte de remake post-apocalyptique du Yojimbo de Kurosawa avec Rutger Hauer, grande gueule du cinéma connu pour des Blade Runner, La chair et le sang ou encore Hitcher, et qui sera tourné en Slovaquie. À l'origine, Pyun et Edna, son scénariste, situaient l'action à Paris dans le parc Disneyland. Les personnages, les animatroniques d'une attraction phare continuaient à fonctionner après une catastrophe ayant ravagé la Terre. Mais pour plus de facilité, ils ont changé leur plan. Ce qui est dommage car au final, le film est extrêmement chiant. C'est trop lent et trop bavard pour vraiment captiver son spectateur. Et aussi à l'origine, ça devait être Christophe Lambert qui devait jouer le rôle principal à la place de Rutger Hauer. Ce qui me fait une super transition pour vous parler du film suivant. Toujours en 96, il sort Adrénaline, un film de science-fiction horrifique, avec donc notre Christophe Lambert national, mais aussi Natasha Henstridge, connue pour le film La Mutante en 1994. Le tournage se déroula à Bratislava durant seulement 15 jours, mais connaîtra hélas une production chaotique. Parce que oui, le film sera distribué par Dimension Film, l'une des boîtes des frères Weinstein. Et vous savez ce que ça veut dire? Les Weinstein demanderont à Pyun de retourner certaines scènes, mais lui ira tourner un autre film à la place. Ensuite, ils charcuteront le film au montage pour qu'il ne dure que 77 putains de minutes. Mais heureusement chez nous, il sortira dans sa version de 1h33. Et puis enfin, ils ont décidé de centrer l'histoire sur le virus qui a ravagé l'Europe de l'Est, mais avec Boston comme lieu de l'action. Ce qui est complètement stupide, parce qu'on le voit bien que ça a été tourné en Europe de l'Est. En plus, il y a écrit Polizia sur les Dacia qui servent de voiture à la police. Merci les Weinstein. La même année, il sortira coup sur coup Nemesis 3, qui est en fait tourné à partir des rushs du 2e film, avec juste quelques nouvelles scènes en plus. Et Nemesis 4, qui clôture la saga, et qui aurait été tourné sur quelques jours lors des reshoots d'Adrénaline. Autant avec le 3e film, Pyun rentre clairement dans la même catégorie que Godfrey Ho, autant le 4e film, juste un gros nanar de la mort qui tue et qui mériterait qu'on en parle un peu plus en détail à de ces 4.
En 1997, il réalise Blast, un sous-Die Hard se déroulant durant les Jeux Olympiques d'Atlanta avec Lyndon Ashby, connu pour ses rôles de Johnny Cage de Mortal Kombat et du shérif Stilinski dans la série Teen Wolf, mais aussi de nouveau Andrew Divoff, Yuji Okumoto, Rutger Hauer et d'autres acteurs fétiches du réal, mais vous avez l'habitude maintenant. La même année, il sort Mean Guns, l'un de ses films les plus connus. Dans une prison de haute technologie, le chef d'une entreprise mafieuse, le syndicat, réunit une centaine de tueurs dans le but de s'entretuer. Les 3 survivants pourront se partager un magot. On se retrouve là devant un film à concept, certes un peu long pour ce qu'il a à raconter, mais malgré tout très réjouissant. Une sorte de battle royale avant l'heure, et tout ça filmé en seulement 5 jours. La photographie du chef-op, attitré de Pune Georges Mouradian, est froide et bleu métallique, avec un ton saumonné pour les extérieurs. Les gunfights sont généreux. La musique Mambo apporte sa cerise sur le gâteau, et le casting s'amuse comme des dingues. Outre notre cri-cri national, on retrouve les autres acteurs fétiches de Pune, ainsi qu'un petit nouveau, qui sera aussi régulier par la suite, le rappeur Ice-T. D'ailleurs, dans les bonus du Blu-ray, Christophe Lambert dira qu'il aura tourné le film sur 4 jours, parce que le 5e était réservé à Ice-T. C'est pour ça qu'ils se sont jamais rencontrés pendant le tournage. Et ce qui est dingue, c'est que ça se ressent pas du tout pendant le film. La magie du montage. La même année, il réalisera Crazy Six, un film de gangster expérimental tourné en à peine 10 jours en Slovaquie avec un sacré casting qui n'est dispo qu'une seule journée chacun sur le tournage. Ce casting est composé de nouveaux d'Ice-T, mais aussi de Rob Lowe, Burt Reynolds et Mario Van Peebles. Un film assez spécial, mais possédant aussi certaines longueurs. En 1998, il réalisera Post Mortem, un sous-Seven avec Charlie Sheen, qui, avant ce film, aura connu un bon début de carrière avec Platoon, Wall Street et le diptyque Hot Shots, et après ce film, connaîtra un comeback avec la série Mon oncle Charlie. Ce film sera tourné en une semaine à Glasgow en Écosse. Ce qui change un peu de l'Europe de l'Est. À un moment donné, pendant le tournage, Sheen a exigé de se rendre à Easterhouse, l'un des quartiers les plus difficiles de Glasgow à l'époque, pour obtenir de la drogue, et a demandé une arme pour se protéger. Ouais, le gars vivait déjà une descente aux enfers à cette époque, ce qui me fait une bonne transition pour vous parler de sa suite. Et vous êtes clairement pas prêts. Car en 1999, il réalisera ce que je nomme la trilogie du ghetto, avec tout d'abord Les Seigneurs du Ghetto, un film avec Snoop Dogg qui joue le fantôme fou d'un pasteur qui va aller péter la gueule des gangs responsables d'un incendie qui l'ont tué lui et sa famille. Il sera face à Ice-T, Big Pun, Fat Joe, Vincent Klein et Ernie Hudson Jr. Oui, le propre fils de Winston dans SOS Fantôme. Ensuite, il enchaînera avec Corrupt, un film où Silk, The Shocker, fera face à Ice-T et seront entourés de Miss Jones et Ernie Hudson Jr. Et enfin, il terminera avec Guerre des gangs, où un escadron de tueurs à gages de haut niveau dirigé par Ice-T est envoyé dans les rues de Détroit afin d'éliminer le personnage de Snoop Dogg, le chef de la pègre. Oh putain, c'est quoi ce film tout pété qui n'a ni cul ni tête? Et il y a une explication à tout ça. Pune a tourné Les Seigneurs du Ghetto en même temps que Guerre des gangs et Corrupt dans une usine abandonnée d'Europe de l'Est. L'intention initiale étant que Les Seigneurs du Ghetto et Guerre des gangs ne fassent qu'un seul et même film. Mais les producteurs ont décidé d'en faire 2. Le budget ne permettait que d'avoir 2 cascadeurs, ce qui rendait les morts répétitives. Pune utilisait souvent des doublures car les stars n'étaient dispo qu'une seule journée. C'était le cas de Snoop Dogg, qui était venu à l'occasion de sa tournée musicale à Vienne. La moitié du film finit par être perdue pendant le transport, ce qui a nécessité la substitution de séquences brutes en double, ce qui explique pourquoi Les Seigneurs du Ghetto sont en noir et blanc et que la photographie est souvent floue. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 films moches et un film qui est quasiment une compilation des 2 premiers avec un générique de 20 minutes de rap juste pour être sûr de réaliser un long métrage et du coup avec une des trilogies les plus merdiques pour l'occasion. Si un jour on relance jamais sur mon nanar, cette trilogie on va la démonter. Voilà. Bon. On continue? En 2001, il réalisera Explosion imminente, un film produit par New Image avec Tom Sizemore, Dennis Hooper, le rappeur Nas et l'acteur le plus grand, le plus fort et le plus beau des États-Unis, Steven Seagal. Oula, alors pour celui-là, accrochez-vous, vous êtes pas prêts. Le film aura coûté 600 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 600 000 $. Déjà ça commence mal, mais le pire reste à venir. New Image a soudainement coupé les vivres à Albert Pune après 12 jours de tournage avant de lui prendre
carrément le film et de l'assembler avec des images d'archives d'autres films de l'écurie New Image avant de le balancer dans tous les vidéoclubs. Oui, cette fois-ci c'est New Image qui ont fait leur Godfrey-O. Mais bon, ça, ils le font à chaque fois. Et pour s'amuser un peu, on va lister tous les films dont ils ont utilisé des plans pour ce film-là. Point of Impact en 93, Piège de nuit, Cyborg Cop 2 et Ultime Violence en 1994, Hard Justice en 1995, Opération Delta Force 2 en 1997 ou encore Octopus en 2000. La séquence finale en hélico sur les toits est presque entièrement constituée de séquences tirées d'état d'urgence en 1997 et des scènes de démineurs en 1998 ont été intégrés dans la séance d'introduction. Et après, on s'étonne pourquoi ce film n'a coûté que 600 000 putains de dollars. En résumé, un nanar monumental, le premier de la carrière d'un Seagal en fin de parcours. D'ailleurs, à la base, il ne voulait pas faire de scène de combat pour le film, mais très tard dans la production, New Image a décidé qu'ils avaient besoin d'une scène d'arts martiaux pour vendre le film. Seagal l'a fait à contre-cœur, mais il était très ennuyé parce que New Image ne voulait pas payer son équipe de cascadeurs. Autre anecdote, Dennis Hooper n'a passé qu'1 jour sur le plateau et n'a jamais rencontré Tom Sizemore, Steven Seagal ou Jamie Presley sur le plateau. Et enfin, Pune a littéralement détesté ce film et s'en est excusé publiquement à plusieurs reprises, mais il a depuis 2011 réalisé une sortie non officielle de son Director's Cut radicalement différente. Si on en croit ce qu'on a vu sur le net, Seagal offrirait une bien meilleure performance, l'histoire serait plus cohérente et le film commencerait par un monologue de Seagal façon Bushido sur la nécessité de se libérer de ses pensées de mort lorsqu'on désamorce des bombes. Et je serais assez curieux de voir le résultat, même si la qualité de l'image doit pas être top. Pour le reste, on va aller vite car en 2004, il co-réalisera avec Isaac Florentine, Max Havoc, La Malédiction des Dragons, puis Left 4 Dead, un western horrifique en 2007, et en 2008, il réalisera Road to Hell, une suite non officielle des Rues de Feu de Walter Hill, avec de nouveau Michael Paré et Deborah Van Valkenburg, puis Bullet Face en 2010, Tales of an Ancient Empire la même année, qui est en fait la suite de L'Épée Sauvage, qu'il aura fait presque 30 ans plus tard. Puis en 2014, L'interrogatoire de Cheryl Cooper, qui est en fait un plan séquence de 70 minutes, tourné en une seule journée. Et enfin en 2017, Interstellar Civil War. Et pour le coup, on se retrouve avec des projets qui sont pour la plupart pas sortis par chez nous, et moins nombreux qu'avant, mais il y a une raison à ça. En 2013, Pune a annoncé qu'il souffrait de sclérose en plaques. Puis en mars 2014, sa santé s'était suffisamment améliorée pour lui permettre de filmer L'interrogatoire de Cheryl Cooper, malgré le fait qu'il souffrait de convulsions et de crises de souffrance aiguës sur le tournage. En 2017, il souffrait également de démence. Cependant, il a cherché des financements pour des projets jusqu'en 2018. Ensuite, sa santé s'est dégradée en 2022, et donc le 26 novembre 2022, il décédera de sa maladie à Las Vegas à l'âge de 69 ans. Ah, c'est triste de finir ainsi, mais malgré le fait qu'il ait quelques mauvais films dans sa deuxième partie de carrière, je tiens quand même à lui dire merci. Car il nous a offert pas mal de bons films de série B et aura réussi l'exploit de filmer en peu de temps des films de qualité grâce à une équipe toujours fidèle à ses côtés, un modèle à suivre pour de jeunes cinéastes. Si j'arrivais à faire des longs métrages aussi vite que lui et avec la même qualité, franchement, je serais le plus heureux des hommes. Bon, voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao!